Des semaines entières sans énergie électrique, c'est le lourd tribut des populations du Konki, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun et également à Ibunja, une localité non loin de Kribi. Les populations expriment leur ras-le-bol pour ce manque d'énergie électrique qui leur cause des pannes électriques, des dépannages à non point finir pour ce qui est du matériel électronique dans leur domicile. Ces populations ont exprimé leur ras-le-bol en semaine et après l'intervention de l'autorité administrative, quelque peu, les choses sont revenues dans l'ordre. On va également parler du désarroi de ces populations qui restent stupéfaites face aux solutions apportées à la dégradation du réseau routier au Cameroun. Cette dégradation n'épargne aucune région du Cameroun. On parlera également de la corruption, cette gangrène sociale, et selon la CONAC, la Commission nationale anticorruption, eh bien, ce phénomène se porte encore très bien au Cameroun. Plus de 100 milliards de francs CFA perdus par ce crime économique. Et dans la ville de Douala, les populations espèrent trouver un peu de sommeil à la suite de l'interpellation de 13 des 15. On parle bien sûr des microbes. Un gang qui sème la terreur dans la ville de Douala et qui a ôté la vie à un citoyen il y a de cela 10 jours. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'information, le magazine qui vous permet de revivre l'actualité dominante de la semaine. L'invité de cette semaine est un avocat, il est également militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Julius Achou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue madame. Sur le plateau de la Rétro. Merci de m'avoir invité, n'est-ce pas, à la Rétro. Et je suis très content d'être là. Ça fait longtemps. Mais c'est un des programmes les plus intéressants, n'est-ce pas, dans ce domaine. Parce qu'on nous informe des actualités, n'est-ce pas, de notre pays, que les gens risquent d'oublier. Je vous remercie, n'est-ce pas, de nous rappeler de ça tout le temps. Merci beaucoup. Et nous continuerons à le faire avec abnégation. Alors, cette semaine s'achève par des moments douloureux pour les populations du Nord-Ouest, singulièrement les populations du village Tchamba. À la suite des pluies diluviennes, il y a eu un glissement de terrain. Vous êtes natif de cette localité. Comment s'organisent les secours sur le terrain? Quelles sont les avancées? Quelles sont les limites? Quels sont les besoins des populations? Je pense que, premièrement, mon cœur est blessé pour voir cet acte de Dieu qui a failli à la vie de nos concitoyens. Ce village est le limitrophe, n'est-ce pas, à mon village Bafouchou. Et quand ça arrive à un village voisin, cela veut dire que ça peut nous arriver également. Et je pense que c'est un acte de Dieu. On ne peut pas blâmer qui que ce soit. Mais on a maintenant l'obligation de voir dans quelle mesure on peut commencer à essayer d'améliorer les conditions de vie des gens de ces localités, étant donné qu'il y a eu beaucoup de pertes des maisons, pertes de vie, de biens et autres. Il faut qu'on voit dans quelle mesure, n'est-ce pas, on peut les réinstaller ailleurs. On peut voir dans quelle mesure on peut essayer, n'est-ce pas, de retrouver ce qui est perdu. Parce qu'il faut imaginer, c'est un glissement que la boue est venue comme ça, tout ramassé, en enterrant beaucoup de choses. C'est une succession de peines, puisqu'il y a de cela 2 semaines, les populations étaient terrées chez elles, les activités étaient au point mort, les enfants n'allaient pas à l'école. Et oui, à peine on est sorti du ghost town qu'il y a ce glissement de terrain. Oui, il faut imaginer que maintenant les gens ont peur de sortir pour aller porter secours. Parce qu'on ne sait pas. Vous savez, il y a un groupe de bandits qui ont décidé, n'est-ce pas, de semer la terreur dans le Nord-Ouest. Les gens ont peur de sortir, même pour aller donner secours. Vous faites référence aux groupes armés sécessionnistes? Bien sûr, les Amazoniens, pas sécessionnistes, ils ne sont pas des sécessionnistes. C'est des terroristes, c'est des bandits. Parce que nous connaissons, il ne faut pas mélanger, n'est-ce pas, l'insurgence et le terrorisme. Ceux qui sont en train de faire le terrorisme, ils ne veulent pas diviser le pays. Les gens qui sont là maintenant sont là seulement pour terroriser l'école citoyenne, retirer leur argent avec la force et la violence. On ne peut plus parler, n'est-ce pas, des sécessionnistes. Ils sont des bandits. On doit les traiter de cette façon pour que ça s'arrête. Merci beaucoup. On a parlé de 2 semaines
sans reprise d'école, comme ça a été le cas sur l'ensemble du territoire national depuis le 9 septembre dernier. Et donc, depuis mardi dernier, c'est une reprise timide de l'école. Et Catherine Moukouri, à travers les images qui nous sont proposées par notre correspondant sur place, Annie Collins, justement, elle va vous permettre d'ailleurs de revivre cette reprise d'école dans cette partie du Cameroun. Premier jour de classe le mardi 24 septembre dans cette école primaire de la ville de Bamenda. 2 semaines après la rentrée officielle dans les autres parties du pays, si les responsables acceptent d'être filmés, ils refusent d'adresser le moindre mot à nos reporters. La région du Nord-Ouest sort d'une longue période d'hibernation. Imposée par les combattants séparatistes au marché, les commerçants s'activent, espérant faire de bonnes affaires en craignant le prochain lockdown. Donc, il faudrait commencer les marchandises. Le problème est maintenant que si le marché se passe bien, voir ce qu'il va faire. Ici, les populations apprennent tant bien que mal à vivre avec. Elles disent être habituées à rester cloîtrées chez elles par peur des représailles. Il y a quelques jours, des séparatistes faisaient exploser une bombe dans un marché pour punir ceux qui avaient brisé le ghost town. Certains habitants affirment avoir mis à profit ces moments de réclusion au lieu de provoquer le danger. C'est le cas de cet artiste. Aujourd'hui, je suis sorti ce matin. Mes enfants sont partis à l'école. J'ai vu la vie a repris. Je suis allé à mon lieu de service. Je me sens un petit peu libéré. J'ai un sentiment de fâcheur, comme quelqu'un qui venait juste de prendre son certificat, de lever des crous. C'est comme si je sortais de la prison de Conakry ou de Nouvelles. Il aura fallu mettre des provisions de côté. Cependant, ces 2 semaines rappellent la triste réalité d'une absence de paix dans les localités. Si le gouvernement vraiment ne travaille pas, ça veut dire que si on continue de faire le jeu là, c'est zéro. C'est que les socialistes, tout ça, on détruit tout par maintenant. À bout de souffle, les habitants appellent encore à l'implication des pouvoirs publics pour stopper la saignée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Retour sur ce plateau avec vous, maître Julius Achou. Il y a eu des images où on voit ces bandes armées opérer à visage découvert, donc ils ne sont pas inconnus des populations, mais on aimerait quand même que ces populations puissent les dénoncer pour que finalement elles sortent de cette situation de terreur. Comment ça se passe sur le terrain, vous qui avez des familles là-bas? Et moi, je pense que la population qui a finalement compris, n'est-ce pas, les objectifs de ces gens-là. À un moment donné, à ne pas mentir, il y a cela 8 ans, 90% des anglophones étaient pour cette histoire de sécessionnisme et ainsi de suite. Avec le temps, ils ont compris que ceux qui ont pris en main la gestion de cette soi-disant sécessionnisme ne sont que des bandits, ne sont que des gens qui n'ont pas le sens, n'est-ce pas, de préserver l'acquis, n'est-ce pas, dans un pays. Ils ont constaté qu'ils sont des gens qui utilisent ces mouvements pour se faire de l'argent. Ils viennent vous kidnapper, vous ne donnez pas l'argent, vous serez tués. Ils sèment la terreur pour créer une atmosphère, n'est-ce pas, propice, n'est-ce pas, pour soutenir l'argent des gens, entre les mains des gens. Ce n'est plus une histoire de vouloir créer un pays ou bien c'est de couper un pays en deux. À l'heure actuelle, quand on dit ghost town, ça veut dire que vous ne voulez pas que les gens sortent. Et si c'est comme ça que vous allez gérer un pays, au lieu d'aller, si vous estimez que vous êtes capable, il y a les résidents, il y a les bureaux des gouverneurs, il y a les bureaux des préfets et des sous-préfets, il y a les bureaux des maires. Si vous estimez que vous voulez la sécession, commencez par là. Laisse la population tranquille. Et quelle est cette histoire? Que lorsque la population ne vous respecte pas, vous préférez les tuer. Vous voulez en décompte avec eux parce qu'ils ne vous respectent pas ce que vous dites. Votre sanction, c'est la mort. C'est à cause de ça que vous pouvez constater que cette atmosphère de terreur fait de telle sorte que les gens sont un peu inquiets. Voilà la rentrée. Personne ne veut dénoncer. Oui. Personne n'a peur parce qu'il y a des représailles. Si vous dénoncez quelqu'un, ils constatent que c'est vous qui l'avez fait, ils vont venir vers vous.
Et les sanctions, c'est quoi? C'est la mort. Il faut couper les têtes. Alors, et celui qui a été jusqu'ici perçu ou qui se réclamait être le leader de ces différents groupes armés terroristes, Lucas Ayabasho, il a été interpellé en Norvège à son domicile par la police norvégienne pour répondre de ses actes. Nous vous proposons cette succession de reportages et nous revenons derrière pour analyser l'impact, l'incidence de cette arrestation sur la perspective de sortie de crise. L'arrestation d'Ayabasho suscite des réactions plus ou moins similaires. J'ai tracé un parallèle avec ce qui s'est passé en Angola, avec le chef Jonas Savimbi. Le jour où il a été neutralisé, la guerre en Angola pratiquement s'est arrêtée. Donc je pense que ça peut être également une occasion pour que la guerre s'arrête, si c'était lui exactement la tête pensante. Ces gens-là tuent des anglophones. On arrête des écoles chez nous. On viole des femmes chez nous. On a fermé toutes des boutiques, des entreprises chez nous. J'ai fait un appel à tous les jeunes qui ont pris des armes. Parce qu'il y a des gens à l'étranger qui ne sont même pas des Camerounais, qui les ont conseillés, n'est-ce pas, de prendre des armes contre qui? Parce que jusqu'à maintenant, on ne peut pas répondre contre qui. Ils sont en train de tuer plutôt des anglophones. Ça va permettre une certaine alcalmie pour un moment. Parce qu'il n'est pas le seul, ce n'est pas le premier qu'on arrête. Avant lui, il y a eu bien d'autres qu'on avait arrêtés et on a vu que ça n'a pas aidé à résoudre la question. Pour résoudre cette crise qui a fait plus de 5000 morts et rendu ces régions économiquement sinistrées, l'on préconise d'aller au-delà des arrestations des leaders. Avec cette arrestation, qu'on puisse arriver à un arrangement. Parce qu'il ne faut pas oublier que Nelson Mandela, c'est pendant qu'il était en prison, que les négociations avec le gouvernement sud-africain ont pu avoir lieu. Il faut que le gouvernement du Cameroun poursuive avec les échanges, avec les discussions, accepte la médiation des pays alliés et frères du Cameroun. Mais de l'autre côté, il faudrait un cessez-le-feu total. Selon des experts en droit, Ayabasho et compagnie vont être poursuivis pour non-respect de la loi de la guerre, telle que le stipule la Convention de Genève. Lorsque tu n'es pas en conformité avec cette convention de Genève, tu deviens terroriste. En dehors d'Ayabasho, la loi suscitée dispose que tout instigateur de cette crise, quel que soit son statut social, puisse être interpellé pour répondre de ses actes. L'arrestation de Cho Ayaba Lucas, leader séparatiste camerounais, est un pas vers la guérison et la justice pour les victimes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Personne ne pourra échapper à la justice s'il sème la terreur et la destruction au Cameroun, peu importe où il se trouve. Pour les innombrables victimes d'enlèvement, d'assassinats et d'attentats, c'est un pas vers la guérison et la justice. Pour cet avocat international, il s'agit du début d'un long processus. Notre cabinet reste engagé à démanteler ces réseaux de violence et de terreur, en veillant à ce que la paix et la stabilité soient rétablies dans les régions affectées du Cameroun. La lutte n'est pas terminée. Qui est ce Cho Ayaba Lucas dont on parle depuis quelques jours? Cho Ayaba Lucas est le leader autoproclamé d'un groupe séparatiste appelé le Conseil de gouvernance de l'Ambazonie, qui cherche à diviser le Cameroun en créant un nouvel État à partir de ces régions anglophones nommées l'Ambazonie. Cho Ayaba réside en Norvège, mais il est directement impliqué dans les actes de terrorisme et de violence au Cameroun. L'entrée en jeu de la communauté internationale, notamment de la Norvège dans cette affaire, est une mise en garde contre tous les acteurs du financement du chaos. Eh bien, plusieurs autres acteurs du financement de ce chaos ont été arrêtés aux États-Unis et gardés. Il y a pratiquement 7 ans, Ayub Tabe et compagnie ont été cueillis du côté du Nigeria. On espérait justement qu'il y ait des impacts notoires sur les hostilités qu'on a vécues sur le terrain. Oh que non. Ça coince à quel niveau, Maître Achou, à votre avis?
à mon avis, lorsque les Ayub Tabe ont été arrêtés, ça a créé un impact parce que c'était des leaders. Aux États-Unis, malgré le fait que 13 personnes ont été arrêtées et 10 ont été condamnés, ça n'a créé aucun impact parce que ceux-là n'étaient pas des leaders. C'était des gens, n'est-ce pas, des sympathisants, qui est tenté d'aider. Or, nous connaissons les leaders. Les leaders aux États-Unis, un s'appelle Sacco, l'autre s'appelle Chris Ano, il y a Bo Herbert, il y a Tapan Ivo, il y a Tato. On connaît bien les leaders. Mais pourquoi aux États-Unis on ne les inquiète pas? Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Parce que pour moi, vous bien me remarquer, depuis leur arrestation, les 13 qui sont là, ça n'a rien changé. Et pourquoi on n'arrête pas ceux qui vous semblent être des véritables leaders? C'est parce que les États-Unis ne veulent pas. Parce que c'est d'abord une question de la volonté du pays de le faire. Les États-Unis aiment que ça reste comme ça en attendant. Mais vous allez regarder la différence. Après l'arrestation d'Ayabacho, Ayabacho, non seulement il a ce qu'on appelle un truc comme ça, un conseil, il a un bras. Le conseil armé supérieur de l'Ambazonie. Oui, il a un bras armé qui s'appelle Ambazonia Defense Forces, ADF. C'est ces gens qui sèment la terreur. On a arrêté même les leaders maintenant. Cela veut dire que là où c'est parce que on a constaté que chaque fois qu'il y a eu des exactions, il revendiquait, n'est-ce pas, avant d'être à l'origine. Cela veut dire qu'il était au courant, il est au courant de ce qui se passe. Donc c'est lui qui le finance. C'est le maître du jeu. Le maître du jeu. Comme on l'a arrêté, je veux voir encore qui va donner des instructions à ces enfants-là pour faire des exactions. N'oublie pas que ces enfants-là sont toujours drogués. Donc ça veut dire que quelqu'un doit donner l'argent pour qu'ils achètent de la drogue pour faire ce qu'il fait là. Pour ce qu'ils font là. Donc, comme il n'est plus là, vous allez voir le changement. Sur le terrain, d'après nos informations, il y a une sorte de métastase, c'est-à-dire que plusieurs groupes ou alors plusieurs individus qui se réclameraient être à la tête d'un groupuscule d'hommes armés et qui sèment la terreur dans cette partie, cela ne rendrait pas-il la situation encore un peu plus compliquée? Non, dans les pareilles circonstances, c'est tout à fait normal que lorsque vous voulez commencer une guerre, que vous n'avez pas la capacité de le gérer, ça va faire jaillir, n'est-ce pas, les groupuscules, les bandits qui vont venir profiter de la situation. C'est ce qui se passe. Et ça a dévoyé les revendications des anglophones du départ? Non. Il faut noter ceci. Ça a commencé comme la revendication des anglophones. Oui. Ça s'est transformé en une revendication ambazonienne qui est différente. Donc leur but est vraiment différent des revendications anglophones. Les anglophones n'ont jamais voulu que le pays se soit cédé en deux. Les anglophones sont des démocrates. Ils aiment la démocratie. Que les choses soient mises à table pour qu'on en discute. Si vous avez la majorité, on vous suit. Mais les ambazoniens, pour eux, c'est les armes. Soit vous me suivez ou je vous tue. Donc les anglophones ne sont pas comme ça. D'accord. D'où je suis en train de penser même que la plupart de ces enfants ne sont même pas des Camerounais. Ayabacho, par exemple, il se défend de ce qu'il n'est pas Camerounais. Est-ce qu'il y a une possibilité d'extradition d'Ayabacho au Cameroun? Vous savez, moi, dans tous les cas, d'après mon expérience en la matière, pour extrader un individu est très très compliqué et difficile. Regarde le gars de Julian Assange. Malgré le fait que c'est les États-Unis qui a demandé son extradition, jusqu'à ces jours, ça n'a pas jamais eu lieu, parce que c'est compliqué. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit traduit en justice et soit jugé, et on va faire venir le Cameroun, l'État du Cameroun doit aider les victimes pour aller se constituer partie civile pour demander dommages et intérêts pour ces exactions au Cameroun. À ce moment, son pays, il s'est demandé, n'est-ce pas, d'être en Allemagne, non? C'est responsable, n'est-ce pas, de payer les victimes, parce que c'est leurs compatriotes. Et il est chez eux. Quand cela ne tienne, au Cameroun, par exemple, il n'y a que le président de la République seul qui peut autoriser l'extradition de quelqu'un, même d'un criminel. Et parce que c'est une procédure qui passe par la cour d'appel, la personne va être jugée pour qu'on vérifie si le crime pour lequel, ou bien l'action pour laquelle on l'accuse, n'est-ce pas, dans son pays, est une infraction au Cameroun, ou bien c'est punissable au Cameroun, ou si on le laisse, il risque d'avoir plus une condamnation plus sévère que ce qu'il peut avoir au Cameroun.
Donc il y a beaucoup de critères que la Cour d'appel doit examiner pour conseiller le président de la République soit d'autoriser l'extradition ou pas. Bon, c'est très compliqué pour extrader quelqu'un. Peut-être au nom de la solidarité intergouvernementale, des accords multilatéraux qui existent entre les États, on pourrait espérer l'extradition de Ayabacho. Oui, on peut espérer, mais c'est très difficile. Merci. Et c'est difficile qu'un pays européen va envoyer son concitoyen au Cameroun pour être jugé. Peu importe, n'est-ce pas, ce qu'il a commis comme acte. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est entendu. Nous parlions à l'entame de cette émission de la situation humanitaire, les urgences humanitaires dans la région de l'extrême nord Cameroun. Les inondations continuent de les faire souffrir. Les eaux continuent également à leur imposer un rythme de vie qui n'était pas le leur. Les maisons perdues, le bétail, certains ont même perdu leurs enfants, ont perdu leurs biens. Notre reporter Delphine Fonkoutene revient de l'extrême nord Cameroun et sur le site, le ministre de l'administration territoriale Paula Tangadji a appelé à l'interdiction, à l'arrêt de tout appel à la solidarité publique. Nous vous proposons ces deux reportages et nous revenons derrière pour quelques analyses et commentaires. Ciao Hina, la quarantaine, ne pensait pas que son quotidien allait basculer si brutalement. Le chef de famille n'a pas vu venir la catastrophe. Son fils de 3 ans a été emporté par les eaux en furie. Si cette action s'est passée dans la nuit, c'est que tous mes enfants étaient déjà morts. Dieu merci, il y a eu la population qui a essayé de me faire sauver les 4 enfants qui sont restés. Autour de lui, plusieurs autres familles ont également été impactées par ces inondations. J'ai perdu mes 3 maisons et le bétail et des champs détruits aussi. Même ma carte d'identité présentement, j'ai perdu. 7 morts, 18 blessés et de nombreux dégâts matériels. Tel est le triste bilan des récentes inondations à Maga, dans le Mayo d'Anaï. Le lac éponyme, débordant sous la pression des eaux torrentielles, a rompu une partie de la digue, laissant des villages entiers dévastés. Nous sommes sur les rives du lac de Mada. C'est de cette digue que sont sorties les eaux de ce lac, donc pour se retrouver de l'autre côté là-bas, envahissant, inondant ainsi plusieurs quartiers et plusieurs habitations du Mayo d'Anaï. C'est ici donc que tout est parti. La digue a dû lâcher, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, rembler, mais c'est un matériau provisoire. Il faut, dans les prochains jours, trouver une solution définitive pour éviter, n'est-ce pas, une prochaine inondation. Sur ce site critique, il y a urgence. Les autorités et les experts sont unanimes. Il faut réparer, et cette fois-ci, de manière définitive. Une construction temporaire. Au sortir de chaque saison de pluie, il faut toujours des travaux mécanisés. Il faut traiter les points critiques, reprofiler la crête de la digue et faire un rechargement d'à peu près même 25 à 30 cm bien compacté. La menace est réelle. Les pluies de cette année sont d'une intensité jamais vue ici. La fourchette ici chez nous, c'est entre 600 et 800 mm d'eau de pluie. Mais cette année, nous sommes à 1000 mm de pluie. La population vit dans la peur. Cette saison des pluies semble loin de se terminer et chaque averse est perçue comme un danger imminent. Dans cette partie du pays, le proverbe traditionnel a pris une nouvelle forme. Après la pluie, c'est le sale temps. Personne n'a le droit de faire les appels à la mobilisation des fonds sans l'autorisation du ministre de l'Administration intérieure que je suis. Un rappel à l'ordre qui tombe au moment où souffle un vent de solidarité dans l'extrême nord du Cameroun. Yagua, Maga, Pousse et Girlidik, ces localités frappées par des inondations, voient leurs habitants en détresse, leurs maisons emportées par les eaux. Sur les réseaux sociaux, dans les groupes privés ou publics, des élans de générosité se multiplient spontanément pour venir en aide aux sinistrés. Mais alors que ces initiatives se propagent, le ministre de l'administration territoriale se veut ferme. À ce jour, je n'ai donné aucune autorisation à qui que ce soit de collecter l'argent. Et puis lorsqu'on collecte l'argent, c'est pour dire par exemple que l'État a été dépassé. Non, l'État n'a pas été... Je dis que la situation est maîtrisée, elle est sous contrôle. Pour illustrer ses propos, il s'appuie sur des chiffres précis. Des aides déjà distribuées, des fonds mobilisés, des familles prises en charge. Nous avons commencé avec d'abord une enveloppe de 350 millions, 800 millions, et le chef de l'État allait un peu plus, donc avec environ 1 milliard 900 millions, bien plus. Le chef de l'État a mis à côté un fonds d'entretien
de cette digue qui présente des fissures parce qu'il y a 2 digues qui n'ont pas été entretenues depuis un certain temps et le chef de l'État a donné des instructions fermes au gouvernement. Ce bilan, au-delà de soulager les populations, est aussi un avertissement. Le ministre envoie un message clair à tous ceux qui, malgré leur bonne volonté, pourraient être tentés d'agir en dehors du cadre établi. Et jusqu'à présent, je ne vois pas ce que les autres peuvent faire qui pourra dépasser ce que le chef d'État a fait. Donc pour l'instant, je dis qu'il n'y a pas de collecte de fonds. Et s'il y en a qui étaient tentés de le faire, je leur demande d'arrêter tout de suite. Paul Atanganji insiste, il ne s'agit pas de brider la générosité, mais de l'organiser. L'objectif est d'assurer une transparence totale et une efficacité maximale dans la gestion des dons et des aides. Alors, Maître Julius Achou, vous êtes avocat, je vais convoquer votre casquette pour que les téléspectateurs puissent comprendre l'esprit de cette loi du 21 juillet 1983 qui encadre les appels publics à la générosité. La loi, c'est la loi. La loi, elle peut être mauvaise ou bon, mais c'est la loi, on doit d'abord le respecter. L'esprit de ces lois, cette loi a été élaborée en Assemblée et jusqu'à publiée par le chef de l'État parce que il a été constaté que les personnes veulent utiliser ces méthodes d'appel, n'est-ce pas, à la générosité publique pour se faire des richesses, pour remplir les poches. Ils peuvent faire appel partout, ils contacter des sociétés, ils ont besoin de ceci ou cela. Quand il prend cet argent, cela n'a jamais été reversé à qui de toi. Donc, le pays, notre État a décidé de réglementer ce secteur par un texte de loi qui est passé et voté par l'Assemblée. Et ce n'est que ça que le MINAT est en train de vous dire. Si vous voulez faire cet appel à la générosité, il vous faut une autorisation. Parce qu'avec cette autorisation, on va vous canaliser de ce qu'il faut faire et comment le faire. Et on aura une traçabilité de ce que vous allez faire avec l'argent. On va même vous aider à le faire. C'est vrai que c'est ça que le ministre est en train de dire. Mais, en même temps, il est en train de mettre en garde les gens qui ne veulent pas respecter la loi, que la personne qui le tente aura affaire avec la loi. Et c'est ce que le ministre est en train de dire. La loi également dit, vous serez poursuivi si vous n'apportez pas assistance à une personne en danger. Nous sommes dans une situation d'urgence humanitaire. C'est depuis des jours que les populations de cette région du Cameroun souffrent. C'est le moins que l'on puisse dire. Et l'intervention de l'État est arrivée des jours après, mais il fallait manger, il fallait dormir, ainsi de suite. Est-ce que ça ne limite pas un peu cette loi? Parce qu'il faut faire survivre ces populations en attendant que les secours de l'État s'organisent, comme on l'a vu avec ce qu'a apporté vous qui voulez le faire présidentiel. Cet appel à la manifestation, si vous pensez que vous avez des moyens, est-ce que vous aurez besoin de demander aux autres de venir vous aider à aider les autres? Si vous pensez qu'il y a omission, hein, n'est-ce pas, je crois que c'est une infraction. Si vous pensez qu'il y a une omission, vous évitez l'omission, si vous avez des moyens, faites-le. Mais n'appelez pas quelqu'un de venir vous joindre à le faire. Si vous appelez des autres de venir vous joindre à le faire, c'est que vous n'en avez pas. Si vous en avez, rien ne vous interdit d'aider, n'est-ce pas, les gens qui sont en détresse. Vous pouvez ne pas en avoir et avoir des gens qui en ont, vous vous organisez pour aider. Comme les groupes de développement dans les localités, dans les quartiers qui s'organisent pour s'offrir un puits, pour créer un petit centre de santé et solliciter l'agrément de l'État, par exemple. Donc vous avez parlé de omission, c'est-à-dire l'omission, n'est-ce pas, va aider quelqu'un en danger. Donc je voulais faire la comparaison en disant que non, regarde, ça a un autre angle. L'État a réglementé ce secteur parce que... Non-assistance à personnes en danger, je reprécise, c'est de ça que je parle justement. Il y a des personnes qui sont en danger, des enfants qui n'ont pas de quoi manger, il faut leur apporter des premiers secours. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras et on attend que l'État réagisse des jours après? Non. Si vous estimez que vous pouvez les aider, allez-y. Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser? Mais je suis tout à fait d'accord, je comprends la loi, je suis légaliste, régalienne, je respecte la loi. Est-ce qu'il y a une possibilité
de s'organiser et rapidement informer l'État, mais en même temps, d'après les informations qu'on a sur le terrain, on craint les lourdeurs administratives, le temps de réagir. Des gens seraient en train de mourir sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qui vous coûte de faire une demande? Ça ne coûte rien. Je suis d'accord. Il y a la demande. Maintenant, on parle des lourdeurs administratives, qu'elles aboutissent et qu'on réagisse, puisqu'on parle des vies humaines à sauver, des personnes qui sont en situation d'urgence humanitaire, qui ont même besoin de l'eau à boire et n'en ont pas, puisque les puits sont complètement débordés. Les hôpitaux, il n'y a pas d'hôpitaux, puisque tout est à l'arrêt. Les cuisines, tout est bondé d'eau. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Vous n'avez pas vu la réaction immédiate du gouvernement face à ces inondations? C'était immédiat. Donc, le camion qui a transporté les vivres a voyagé pendant 3 jours. Bien sûr. Mais je parle des cas imminents. Qu'est-ce qu'on fait? Là, comme on le dit trivialement. Qu'est-ce qu'on fait? La loi dit que si vous voulez faire appel à la générosité, voilà, il y a des conditions à remplir. N'est-ce pas? Mais si vous ne pouvez pas remplir ces conditions, faites-le vous-même. C'est-à-dire, faut qu'il aille. Prenez de votre poche. Et aidez comme vous voulez. Les gens vont vous suivre sans vous demander. Vous n'avez pas fait l'appel. Les gens vont voir les choses de bienfaisance. Ils vont vous suivre sans vous demander. Là, c'est autre chose. Vous n'avez pas fait appel. Donc, vous ne pouvez pas tomber dans le coup de la prévention. Mais, si vous estimez que vous voulez appeler, c'est encadré par la loi. C'est entendu. C'est une loi qui est encore en vigueur, donc il faut la respecter. Nous parlons également de ces localités du Cameroun qui vivent sans énergie électrique depuis des semaines. C'est le cas du département du Konki à l'ouest du Cameroun. Et à Ebunja, les populations ont dû barricader la route pour se faire entendre. L'électricité est revenue de ce côté-là, mais à l'ouest, précisément dans le Konki, les populations attendent désespérément le retour de cette énergie électrique. Des boutiques ont été fermées, des denrées alimentaires ont été simplement jetées, perdues. Nous vous proposons ces 2 reportages réalisés par Aimé Catherine Moukouri avec le concours de nos correspondants locaux. Une odeur insoutenable se dégage de ces congélateurs d'une boucherie de Bandjoun. De la viande en décomposition, elle sera jetée dans les champs, un scénario qui se répète depuis quelques jours dans la localité où l'électricité est suspendue depuis 2 semaines déjà, comme dans le reste du département du Konki. Une très grande perte. Moi qui vous parle, je suis déjà à près de 2 millions de francs de perte. Dans notre secteur, le secteur de la boucherie, on a déjà trop jeté, puisque la viande, a priori, ne peut même pas faire une seule journée sans être conservée. On n'a pas de lumière et chaque jour, on a espoir que ça peut arriver d'un moment à l'autre. Aucun secteur d'activité n'est épargné. L'économie entière du département est au ralenti. Les coupures font sombrer les plus grands aux plus petits business dans le noir. Ça nous pénalise tellement. De un, les activités que ces coupures ont rencontrées, on a déjà une perte de confiance. Et d'autres chantiers qui étaient en cours, les clients ne sont pas motivés à débourser leur argent pour la réalisation des travaux. Au quartier, ça là, même clignoter, ça pas clignoter. Les enfants n'arrivent pas à prendre, même écraser seulement avec la machine. Pour nous les enfants, on n'arrive pas à nous les enfants. Nombreux sont ceux qui ont préféré fermer les lieux d'activité en attendant le retour hypothétique de l'énergie électrique. La région de l'Ouest est sujette à une longue période de délestage. Un éclairage sur la situation et surtout une solution reste attendue par les populations. Des équipes d'Eneo à pied d'œuvre à Ebunja pour rendre la lumière à la localité plongée dans le noir depuis près d'1 mois. L'opérateur a été interpellé par l'autorité administrative de l'océan dans le but de calmer la grogne des populations. C'est que quelques heures plus tôt, ce mercredi, les habitants apposaient des barricades sur la voie menant au port autonome de Kribi, une façon pour eux de manifester leur ras-le-bol suite à l'absence d'énergie dénoncée il y a 3 semaines, sans succès. On a signalé au chef du village qui a fait part au sous-préfet. Alors le sous-préfet, lui, il a fait son message, ils ont envoyé à Eneo, ils ont demandé à Eneo de venir sur le terrain. Eneo est venu sur le terrain 10 jours après, et ils ne sont plus jamais venus. Pour les habitants du village, la manifestation était un moyen d'interpeller les autorités. Quand on réclame quelque chose, il y a des actes qu'on peut approuver
pour avoir une solution. C'est pour ça que nous avions fait l'acte de barrer la route. À Ibunja, on dénonce les affres du manque d'électricité entre économie en berne en raison du pourrissement des denrées commercialisées et l'insécurité sur ce tronçon clé menant au port. Le serpent a voulu me mordre ici dans cette maison et les enfants ne vont même pas, ne fréquentent plus. Quand ils sortent de l'école, ils dorment très tôt parce qu'il n'y a pas l'énergie. Le préfet du département de l'Océan, qui dément avoir été mis au courant par les populations, rassure du retour à la normale et interpelle ces dernières à choisir la voie du dialogue et non des manifestations. À l'heure où nous parlons, je peux vous assurer de ce que le régime a été rétabli. Je voudrais ici saisir l'occasion, une fois de plus, pour inviter nos populations à éviter de recourir au blocage de la route en cas d'insatisfaction de quelque nature que ce soit. Ibunja, comme de nombreuses autres localités du pays, fait face à des coupures prolongées de l'énergie électrique. Malgré les promesses de retour à la normale, les populations désespèrent. Un mois et 14 jours après l'effondrement. Retour sur ce plateau, on en reparle avec vous, maître Julius Achou, qui va réparer le préjudice. Comment s'y prendre? Bon, c'est vraiment triste de voir ce qui se passe à l'ouest et je crois à Ibunja, à Kribi et à Konki. C'est vraiment triste. Moi, mais c'est si simple, les gens ne savent pas. Il faut vérifier avec qui vous avez un contrat de fourniture d'énergie. Voici là, donc il faut bien regarder bien le contrat. Voilà la personne qui est responsable. S'il y a défaut, parce que cette personne a le monopole. Cette personne a l'obligation de fournir l'énergie. Ils ont pris la concession de l'État pour le faire. N'est-ce pas? L'État les a autorisés, donc ils ont accepté. Donc ils doivent être à mesure, n'est-ce pas, de fournir cette énergie. Si toutes les victimes se plaignent, c'est clair que les tribunaux seront bondés de monde, et même vos cabinets. On va vous solliciter en tant qu'avocat. Effectivement. Les gens aiment trop, n'est-ce pas, dormir sur leurs droits, leurs propres droits. C'est leur droit de solliciter des mesures, n'est-ce pas, de demander dommages-intérêts. Si vous avez subi un préjudice, faites, n'est-ce pas, par la personne qui doit fournir l'énergie. C'est tout à fait normal. Il faut le faire. Parce que quand vous commencez à le faire, ils vont commencer à prendre les choses au sérieux. Parce que lorsqu'on ne les poursuit pas, ils prennent ça à la légère. Bon, ça peut être coupé, je m'en fous, j'attends. On laisse la population subir, n'est-ce pas, un manque d'énergie pour rien. Ils sont assurés. Ah oui. Cette société qui fournit est assurée pour ces gens de risques. C'est raison que les gens ont le droit de les poursuivre. Parce qu'ils ont un contrat. Vous ne pouvez pas signer un contrat de fourniture et vous ne voulez pas, et je vous laisse tranquille. Que ce soit à l'ouest, que ce soit à Kribi, dans la région du Sud Cameroun, aucune région n'en est épargnée, même dans la région du littoral, précisément à Douala où nous sommes. C'est des clignotants, c'est l'énergie qui arrive au compte-gouttes. Il y a des élèves qui ne peuvent plus réviser leurs leçons le soir. Il y a des grands-parents qui n'ont plus de réserves dans les congélateurs. Donc, ça repose également la crise énergétique au Cameroun. Il y a plusieurs intervenants. On a la Sonatrel, on a l'EDC, on a Arcel, on a Eneo. Est-ce que ce trop-plein d'intervenants, finalement, ne dévoie pas la mission qui est celle de fournir, de produire, de fournir l'énergie électrique aux citoyens camerounais en temps et en heure? Pour le moment, on a un contrat de fourniture d'énergie, n'est-ce pas, avec Eneo. On n'en a pas avec les autres. La relation entre Eneo et les autres sociétés que vous venez de citer là. La population ne connaît qu'Eneo très souvent. Quand peut-être c'est une difficulté au niveau d'Arcel ou de l'EDC ou Sonatrel, les populations ont le regard braqué sur Eneo exclusivement. On a signé un contrat de fourniture d'énergie. Les autres n'en ont pas signé, donc on n'a rien à foutre avec eux. On n'a rien on ne doit même pas les déranger. Ce que je veux dire en fait, maître Julius Achou, c'est que dans cette mission qui consiste à produire et à distribuer aux citoyens, puisqu'ils payent à la fin du mois, qu'ils payent leur quote-part à la fin du mois à la suite des quittances qui leur sont remises, justement, tous ne jouent pas la même partition.
Donc, on s'imbrique, il faudrait que l'un joue bien sa partition pour que l'autre puisse rentrer dans la danse. Donc, la multiplication, alors le découpage, là, la question c'est justement, est-ce que ce n'est pas l'excès de ce découpage-là qui, au final, crée le problème? Non, ce découpage a été fait pour l'efficacité. Mais est-ce que c'est donc efficace? C'était devenu encombrant pour son seul de gérer tout ça. Parce qu'avec... Nos parents disent que c'était pas pire. C'est-à-dire qu'en 2024, la situation va de mal en pis. Non. Parce que non, à l'époque, n'oublie pas qu'à l'époque, n'est-ce pas, il y avait des lestages dans les villages pour privilégier les villes. Mais maintenant, il n'y a plus ce privilège. On doit fournir l'énergie partout au même moment. Donc c'est devenu très compliqué et très encombrant. D'où, n'est-ce pas, la nécessité, n'est-ce pas, de faire ce découpage-là. Car cela ne tient. Le peuple, vous et moi, on a signé une convention avec Enyo. Si on poursuit Enyo, Enyo estime que c'est son naturel, il y aura un effet ricochet. C'est l'État qui accorde la concession à Enyo et donc les citoyens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'électricité au Cameroun. 40% de la population reste sans électricité au Cameroun. 40%. Les chiffres sont actualisés. Et les entreprises, il y a un manque de 400 mégawatts. Donc, c'est criard. Les chiffres nous renseignent également de ce que, sur les 10 dernières années, depuis 2010, il y a eu une augmentation des entreprises d'ordre de 4%, mais l'énergie n'a suivi qu'à 1,5%. Donc, le déficit reste important. Reste important, tout comme le déficit d'un réseau routier qui permette le développement sur un linéaire de plus de 120 000 kilomètres. On a moins de 10% qui sont aménagés. Et nous vous proposons justement ce reportage qui nous mène sur la route Yabassi-Boné-Poupa. Nous n'allons pas vous proposer tous les reportages qu'on a réalisés sur le réseau routier qui reste catastrophique au Cameroun, mais il y a la route Yabassi-Boné-Poupa qui a subi un affaissement et ça fait un mois que les populations attendent que cette route puisse être refaite. Nous allons également vous proposer ce reportage. L'État est en train de faire des pieds et des mains pour que la situation revienne à la normale. Et cette semaine encore, le ministère des Transports a inauguré le tout premier centre de formateurs des contrôleurs des visites techniques automobiles. C'est donc 3 reportages que nous proposons successivement et après nous en parlerons sur ce plateau. 1 mois et 14 jours après l'effondrement du tronçon Boné-Poupa-Yabassi, l'axe n'est toujours pas opérationnel. Sur le site, pas l'ombre d'un technicien engin de maintenance. Les travaux piétinent. Pourtant, le délai pour sa réhabilitation est largement dépassé. Une situation d'angoisse pour les populations riveraines. Même la voiture circule difficilement. Les enfants aussi sont des enfants qui vivent au coin pour quitter d'ici pour fréquenter, ils courent des risques aussi sur la même route. Donc vraiment, il y a vraiment des danger. Il faut que le gouvernement mette vraiment ce qui est de sérieux pour que la route finisse. La route s'est écroulée depuis le 14 août. Mais à voir les propositions faites, les travaux devaient déjà y commencer. Mais jusqu'à aujourd'hui, les travaux n'ont pas encore commencé. Nous sommes vraiment dans la désolation et c'est comme si rien ne sera fait. Le peine va bien au-delà. Le difficile accès a des conséquences sur les prix des produits de base dans la localité. La vie coûte tellement trop cher dans le village parce que la route est coupée, les jours arrivent, même le cube ici, c'est à 4 à 100. L'économie a connu un coût, il faut qu'on soit clair là-dessus. La bière qui coûtait 750, une augmentation de 50 francs, les prix devraient en principe baisser. Je sais compter sur le délégué de commerce qui a toujours veillé à ce que les prix soient stables. Le calme n'est toujours pas de retour. Peut-être que seul le début des travaux sur ce tronçon, Boné-Poupa-Yabassi, pourrait apaiser les cœurs des âmes qui y vivent. Première cause de mortalité au Cameroun chez les moins de 25 ans, la récurrence des accidents de la route suscite de nouvelles réformes au ministère des Transports. Ici, c'est l'inauguration de la toute première centre de formation des métiers de contrôleurs de visite technique automobile au Cameroun qui s'inscrit dans une vaste réforme de tout le processus de l'obtention des visites techniques automobiles que M. le ministre des Transports a lancé ici même à Douala.
pour se rassurer que les véhicules qui sont en circulation sur nos axes routiers répondent aux exigences pour ne pas causer des accidents de circulation, aussi la pollution de notre environnement. 4000 personnes sont handicapées de manière permanente du fait des accidents sur la route. Le déficit de contrôle technique automobile augmente de 31% les cas d'accident. L'un des pans du challenge, c'est la professionnalisation des contrôleurs. Ce que nous attendons maintenant de nos contrôleurs, c'est qu'ils soient des véritables vecteurs de sécurité. Parce que quand les véhicules viennent chez nous, il faut quand ils sortent et qu'un contrôleur est certifié, que l'usager rentre chez lui tranquille parce qu'on lui a dit qu'il est apte à circuler. Pour marquer le saut qualitatif, ce centre a des caractéristiques qui épousent les standards internationaux. Si on a besoin de former des gens, on ne peut pas les former avec n'importe quel matériel. On a besoin de les former avec du matériel récent, du matériel spécifique, et ça leur permettrait même de pouvoir travailler même à l'étranger s'ils veulent travailler en fait. Parce que la formation que nous allons donner ici, c'est une formation adaptée au métier de contrôle technique à l'international. Sur un échantillon de 313 véhicules, seuls 61 ont passé la visite technique automobile. Les opérateurs plaident pour l'accentuation de la répression pour faire survivre leur centre. Le contexte de la tenue de cette 3e revue des projets routiers en exécution sur l'ensemble du territoire national pour l'année 2024 est celui de l'urgence. Alors que de nombreuses voix décrivent la dégradation accélérée des infrastructures, les experts ici pointent un doigt accusateur sur des routes en fin de vie, le faible rendement de certaines entreprises et une abondante pluviométrie, le cas de l'extrême nord. On a des cas d'inondation, des cas de coupure de route. Maintenant, sur la situation sécuritaire, la sécurité est maîtrisée, mais les inquiétudes demeurent parce qu'il y a des incursions de temps en temps de la secte islamique Boko Haram. L'exercice a pour but d'examiner pour l'élever ces contraintes. Des mesures ardues sont prescrites par le MINTP pour stimuler le rendement des entreprises. Parmi celles-ci, un dispositif d'appui aux travaux. Le ministre a juste instruit à l'entreprise d'améliorer la cadence d'exécution des travaux dès la fin de la saison des pluies qui est projetée dans notre région en fin octobre. Mais pendant cette saison de pluie, instruction a été donnée à cette entreprise également de produire considérablement les granulats. En chiffres, pour cette première journée, 4 régions passées au scanner, l'Adamawa, l'extrême nord, le nord et le littoral, une vingtaine de projets examinés, 2 conventions scrutées, dans l'optique de rappeler aux entreprises leurs obligations contractuelles. Objectif, éviter les points de rupture du trafic. Eh bien, là où la route passe, le développement suit. Le projet de construction du port en eau profonde de Kribi nourrissait beaucoup d'ambition pour le relèvement de l'économie du Cameroun. Le port de Kribi dessert plusieurs pays de l'Hinterland, que ce soit le Tchad, que ce soit la RCA, que ce soit le Cameroun lui-même, mais avec ce déficit de route. La nationale numéro 1 est en piteux état. Je ne parle pas de la route Douala-Bafoussam, qui n'est plus une route s'il faut s'en tenir à la définition même de la route. Maître Julius Achou, militant du RDPC, quel est le niveau de priorité que le gouvernement accorde à une infrastructure comme cette route? Je l'ai dit tantôt, seulement 9% du réseau routier est aménagé. Et sans la route, il n'y a pas le développement. Expliquez-nous un peu la logique dans les politiques. Tout à l'heure, le ministre vient de nous informer que les mesures sont en train d'être prises pour améliorer, n'est-ce pas, la sécurité des routes à Adamawa, extrême nord, le littoral et l'ouest, je pense. Le littoral. Le littoral et l'ouest. Et vous savez, l'État ne fonctionne pas comme quelque chose d'automatique. Il faut des études, il faut des propositions, il faut des approbations avant que ça se réalise. Nous sommes pendant la saison de pluie. C'est très difficile. On ne veut pas vous faire des travaux, des grands travaux sur les axes.
il faut qu'on attende jusqu'à fin octobre ou novembre pour en commencer. Mais il y a eu plusieurs saisons sèches. Oui, et quand je vois ça, je pense qu'il est déjà temps. Pour nous-mêmes, on commence à avoir, d'encourager la façon du mouvement, de faire mouvementer le peuple de façon variée. On a les rails, c'est pas bien développé. On a des rivières navigables, c'est pas bien développé. Il faut qu'on commence à aller vers ça pour éviter, n'est-ce pas, pour que les engins lourds là, on peut laisser ces engins lourds dans les routes. Il faut imaginer, on a l'eau entre Douala et Kribi. Il n'y a aucun bateau qui transporte le peuple, les gens de Douala à Kribi. La même chose pour aller à Yabassi. Au lieu de passer par Bonepoupa, ici à Vouri, on peut prendre un petit paquebot, un bateau bien aménagé pour y rendre dans l'Oncam. Pourquoi on ne pense pas à ça? Donc c'est les alternatives qu'on doit penser pour faire telle sorte que, parce qu'on n'est pas menti, nos axes là utilisent des engins lourds qui pèsent. Et pour le faire les entretiens, ce n'est pas facile. Il faut toujours, comme je dis, il faut toujours les études, des observations, les regarder, le budget, et ainsi de suite. Et ça prend du temps, et en de temps, qui souffre sur le peuple. Et on parle des lourdeurs administratives aussi. Oui. Bon, avec les alternatives, ça peut commencer à régler. À décanter la situation. Oui. Il faut imaginer, à l'époque de Limbe à Douala, il y avait des rails, des Kumba à Douala. Douala, Konsamba, etc. On peut utiliser le train. Il faut qu'on commence à le développer ou à penser même à ça. Et même le réseau aérien. Le réseau aérien, où il n'y a pas d'avion. On pouvait utiliser les avions. Qu'est-ce qui se passe? Selon vous, ça avance ou ça recule? Non, je pense que les choses sont en étude. Parce que on a un problème avec la décentralisation. Il faut que les compétences soient complètement décentralisées pour que ça marche. Et transfert des fonds. Oui. Il faut que ça soit bien fait. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une transition. Et dans cette transition, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut envisager impliquer les hommes d'affaires? Est-ce qu'on a des hommes d'affaires même au Cameroun? J'ai toujours dit, on a des Bayam Salam. On n'a pas des hommes d'affaires au Cameroun? Il n'y en a pas. Ils sont très rares. C'est l'espèce rare. C'est difficile de voir qu'il y a un homme d'affaires. Est-ce qu'on ne peut pas envisager peut-être impliquer cette espèce rare, même s'il y en a qu'un ou deux hommes d'affaires au Cameroun, dans cette perspective d'aménagement des routes au Cameroun, comme c'est le cas un peu au Nigeria, où on attribue des noms à une rue, parce que tel homme d'affaires, c'est lui qui a financé l'aménagement de X ou Y route. Je me rappelle, il y a eu des hommes d'affaires qui ont demandé à faire des routes, n'est-ce pas, pour compenser les impôts. L'État n'a pas accepté. L'État dit que non, je vais faire ma route comme je veux, me payer vos impôts. Donc il y a ces mécanismes que les hommes d'affaires peuvent accepter. Mais on paye les impôts, mais on n'a pas la route. On multiplie les payages automatiques, on n'a pas la route. Ça fait partie quand même des contradictions, des choses qu'on ne comprend pas. Non, ce n'est pas la contradiction. C'est, vous savez, la personne qui est là pour gérer la chose de l'État. La finalité, c'est le service rendu, que le citoyen lambda ait l'électricité, ait l'eau, ait la route, ait les hôpitaux accessibles, avec une bonne main d'œuvre dans tous ces services sociaux. C'est ça la finalité, non? Effectivement. Non, c'est vrai. L'État doit rendre service. Mais vous savez, l'État ne peut pas être partout et faire tout à un moment donné, n'est-ce pas, sans qu'il y ait toujours des plaintes par-ci, par-là, c'est normal. Nous parlons des faits. En tant que journaliste, si on voit... est-ce qu'il s'agit de plaintes? On a parlé des routes. Vous avez vu l'état des routes. Quand vous allez, par exemple, à Bamenda, vous passez par l'ouest. La route, vous passez plus de 8 heures de temps sur un axe de moins de 300 km. Le temps, c'est de l'argent. Donc, il y a des impacts sur l'économie. Effectivement. On ne peut pas dire que ce sont des plaintes en l'air, ce sont des faits. OK. Si ça était géré par les institutions décentralisées, ça peut être facile à gérer. Parce que le maire de Bafoussam ne peut pas accepter que dans sa ville, il y a des dodanes, il y a des trous. Il y a les choses, la route est mauvaise dans sa ville. Okay, les environs. On a compris, Maître Julius Achou, la loi sur la décentralisation a été
votée depuis 1996. 19, Voilà. 99. Non, la Constitution révisée de 1996, du 18 janvier 96. Donc, on est à pratiquement plus de 25 ans. 2019. On va continuer justement cette semaine. Je vous parlais d'entame que les populations de Douala célèbrent une sorte d'accalmie après l'arrestation de ce groupe de présumés brigands qui se fait appeler Microbe et qui sème la terreur dans la cité capitale. Je vous propose ces 2 reportages et le déploiement du gouverneur de la région du littoral ainsi que tout son état-major. Et le lendemain, c'était le préfet du Vouri de se déployer dans les maisons à l'effet d'extirper toutes les drogues. Reportage. 18 ans pour le plus jeune, 33 ans pour le plus âgé. Au total, 13 jeunes gens, pas du tout enfants de cœur. Des armes blanches utilisées parmi lesquelles celle qui a ôté la vie à Blaise et Yango. Sur le terrain, ils présentent le mode opératoire. Sous la menace des poignards, ils créent la panique et dépouillent les passants. Désormais entre les mains de la police judiciaire, la mise en garde vient du gouverneur de la région du littoral. Ceux-ci vous ont montré aujourd'hui comment ils ont opéré. Et pour ceux qui sont encore dans d'autres gangs, c'est pour leur dire que leur tour arrive et personne ne sera protégé. En tout cas, tous ceux qui ont voulu protéger ceux qui fuient encore, je voudrais vous annoncer que nous allons les prendre pour une complicité de ce que les autres ont fait. La population, pour la plupart, témoins et victimes des actes du vendredi 20 septembre 2024, salue la bravoure des forces de maintien de l'ordre. On est fatigué de ça dans ce quartier. Chez nous, on vole tous les jours, même les chiens de là. On n'attend pas ça. Aujourd'hui, nous allons bien dormir. Maintenant, nous dormons en paix avec nos enfants. Nous sommes très en paix. Parce qu'on avait un grand souci. J'ai couché dans la nuit. On vient te forcer la porte. On arrête. On fait comment? On allait bien dormir. Nous sommes contents. À Bali, Commando et Anatole, tous s'accordent à collaborer. Même si c'est ton enfant, livre ton enfant. Si tu vois que c'est mauvais, livre-le. Pour que tu t'en débarrasses. Mais les autres, ils ne livrent pas, ils coffrent. Ton enfant te voit, t'agresse. Je pense que c'est des actions qu'il faut multiplier chaque jour. Peut-être même, aller même encore plus loin que ça, aller dans les quartiers les plus difficiles, essayer de voir ce qui ne va pas exactement. Sur la quinzaine de microbes ciblés, 13 sont interpellés, mais le chef de gang court toujours. Après le gouverneur de la région du littoral, place au préfet du Vouri, Siliac Marie Vogor, dans une mission commando. Police, gendarmerie ratissent les zones dites criminogènes dans les différents arrondissements de Douala. L'opération menée de nuit dans certaines habitations dans le 2e arrondissement a permis de saisir une importante quantité de drogue. C'est le fort même, hein? De produits contrefaits et plusieurs personnes suspectes interpellées. D'un ton martial, l'autorité martèle que l'ordre régnera par tous les moyens. Ne vivez pas dans la peur chez vous. Si vous n'êtes pas à l'aise dans votre pays, vous serez à l'aise où? Donc nous sommes là pour donner un signal fort à ces gens qui pensent qu'ils vont insérer ici le règne du talion. Ça ne passera pas. Dans cette lutte contre l'insécurité et le grand banditisme, l'autorité appelle chaque composante du puzzle à jouer son rôle. Je voulais que ça soit dans toute la ville. Dans toute la ville, que ça ne reste pas seulement dans la ville ici au Kakayoli. Il faudrait que ça soit dans toute la ville de Douala. Cette initiative, moi j'apprécie beaucoup. Sans votre collaboration, nous n'allons pas atteindre l'objectif pour vous protéger. Nous le ferons. Donc dites aux gens du quartier que le moindre cas suspect, ils doivent nous alerter. Et tout de suite, ils verront les interventions. Une intervention qui pourrait s'étendre aussi au réseau routier, en souffrance dans presque tout le département du Vouri. Si aussi en passant par là aussi, on peut aussi arranger les routes, c'est super. Ça traduit le niveau d'exaspération des populations qui sont tétanisées par le réseau routier. On va revenir sur le fond du sujet, l'insécurité, réaction à la suite du déploiement du gouverneur de la région du littoral et de son préfet en l'espace de 3-4 jours.
13 des 15 présumés bandits ont été interpellés. Oui, il faut féliciter le gouverneur d'avoir mené cette opération comme avec main ferme, pour que dans les quelques jours que soit des microbes sont sortis, on les a pris au moins. Il n'y a que 2 qui sont allés le rechercher. Le Cameroun est un pays dont la sécurité est très bien surveillée. Et je pense que si on donne la possibilité à nos forces de l'ordre, ils vont mettre de l'ordre toujours dans nos villes. C'est sûr qu'il y a un problème de moyens, de la politique pour le faire, mais avec le temps, ils sont en train d'être améliorés petit à petit. Comme je vois, tout récemment, avec le microbe, l'année passée, il y a eu cet événement de microbes, mais il n'y a pas eu cette réaction comme cette année. Cela veut dire qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'améliorations, de telle sorte que le gouvernement est en train d'assurer que notre ville soit bien sécurisée pour que les gens puissent vaquer à leurs préoccupations sans problème. Un hub économique comme la ville de Douala, l'argent ne fait pas bon ménage avec l'insécurité. Le business et l'insécurité ne font pas bon ménage. On va sortir par cette note triste. L'artiste comédienne, Mamiton, c'était son nom d'artiste, Orgel Kentop, a été conduite à sa dernière demeure samedi, mais nous vous proposons des hommages qui lui ont été rendus à plusieurs étapes à partir de Douala, à son domicile à Dedo, et au parcours Vita avant de prendre la direction de Loum, où elle était native et y résidait jusqu'à ce qu'elle soit dévoilée au grand public comme l'actrice comédienne qu'elle était. Et la fin, c'était à l'enterrement dans son village à Tchang. Reportage Haroun Nazira. Les acteurs se sont substitués à un artiste musicien à l'occasion de la veillée artistique d'hommage à Mamiton. Au parcours Vita de Douala, l'ambiance était festive pour honorer l'image de cette icône du cinéma. De nombreuses personnes ont fait le déplacement pour accompagner Mamiton dans les derniers épisodes de sa vie sur Terre. Un acte qui ne laisse pas ses proches indifférents. Ça me touche vraiment, je leur dis merci de dire cet hommage à maman. Ceci témoigne de la grande femme de cinéma qu'elle était et de l'impact que sa carrière a eu sur la vie des Camerounais. Elle joue le rôle de mort maintenant devant tout son public et tout le monde la regarde. Je pense que c'est un objectif qu'elle a atteint. Chanteurs, humoristes, comédiens et hommes de médias se sont succédés sur la scène pour saluer la mémoire de l'icône. Elle est partie très tôt, c'est quelqu'un plein de talent et puis une très belle personnalité. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à être là ce soir. Ça me fait chaud au cœur. Ça prouve combien de fois ces œuvres ont traversé le temps et que les uns et les autres continuent à regarder ces œuvres. C'est pour ça qu'on dit souvent en langage public, l'artiste ne meurt pas. En plus des prestations live, les fans d'Orgel Kentop ont eu droit à une projection de ses œuvres cinématographiques. Bonjour, c'est vous Mamiton? Oui, c'est bien moi. Police, commissaire du 1er arrondissement. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Madame, je vous prie de nous suivre. Non. Après un escale à Loum pour une messe ce vendredi, la dépouille de Orgel Kentop sera conduite au village Fokoué pour une deuxième veillée. Mamiton sera inhumé ce samedi, dans la stricte intimité familiale. Maître Julius Achou, un mot sur le souvenir que vous gardez de cette comédienne et la mobilisation autour de ses adieux. Je veux seulement dire au revoir l'artiste et je demande, n'est-ce pas, à la famille des artistes d'accepter, n'est-ce pas, mes condoléances, qu'on vient de perdre une grande personnalité, n'est-ce pas, dans le domaine artistique. Et on doit faire revivre, n'est-ce pas, sa mémoire pour que quelqu'un d'autre puisse prendre sa suite. Je pense que quand je vois la façon avec laquelle les artistes ont enterré, n'est-ce pas, cette icône, n'est-ce pas, dans le métier, je suis tellement content que pour moi les artistes sont en train de venir, n'est-ce pas, de se mettre ensemble. Cette solidarité. Oui, ensemble, n'est-ce pas, pour
leur propre bien. Je les félicite pour ça. Merci beaucoup. Au revoir l'artiste, une fois de plus. Paix à ton âme, Mamiton, Angèle Quintop. Nous allons nous rendre en Côte d'Ivoire. L'ouverture du Maracana, cette compétition mondiale où le Cameroun devrait entrer en scène vendredi, malgré le forfait du Gabon. Nous y retrouvons notre envoyé spécial André Mirabeau-Mahop. Le Palais des Sports de Trincheville, prêt à accueillir la toute première Coupe du Monde de Maracana. Le pays hôte, grandissime favori au titre, les éperviers du Togo dans la peau de sérieux challengers. Parce que c'est une toute première Coupe du Monde, donc on ne sait pas exactement comment ça se passe, et contrairement à la CAN que nous connaissons très bien. Donc il y a de nouvelles équipes, il y a une nouvelle formule. Chaque équipe avance dans l'inconnu, mais nous sommes sûrs de nos forces parce que nous sommes bien préparés. Je crois que le Togo fera honneur à son écusson. Départ manqué pour les Lions de Maracana, le forfait de dernière minute du Gabon contraint le Cameroun au repos ce vendredi soir. Malheureusement, notre adversaire, c'est-à-dire le Gabon, n'a pas pu répondre présent. Et après la réunion technique hier, nous sommes passés d'une poule à 4 à une poule à 3. Néanmoins, nous restons concentrés sur nos objectifs et on continue à travailler. Ceci pour préparer au mieux notre première rencontre. C'est elle qui aurait dû être la deuxième face à la Belgique le 29. Évidemment, c'est le même état d'esprit. Déjà, nous sommes dans la compète. Donc du coup, aucune nouvelle va venir nous déstabiliser. Nous sommes préparés pour le prochain match. Côte d'Ivoire-Belgique, en ouverture de cette Maramonde, les éléphants veulent envoyer un signal fort, annoncer les couleurs de cette longue semaine de compétition. André Mirabeau-Mahop, à Abidjan, pour Canada International. Merci André Mirabeau-Mahop qui suit pour nous cette compétition. À votre suite, je vais signaler que ce dimanche, c'est la clôture de la saison sportive au Cameroun. Et elle sera présidée par le Premier ministre, le docteur Chief Joseph Dion Gouté. C'est la fin de cette édition de la rétrospective de l'information. Nous allons mettre la clé sous le paillasson. Non sans dire merci à notre invité, Maître Julius Achou. Il est avocat au barreau du Cameroun, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maître, merci d'être venu sur notre plateau. Thank you very much for inviting me. I want to send my heart feelings to my brothers in Chomba. Well, this thing that has happened is an act of God, and God's time is always the best. That they should take heart. We are going to console with them in the way we can, and we should understand that it can happen again, and we'll prepare for it next time. Thank you. Nous sommes de tout cœur avec les populations de Tchomba, dans la région du nord-ouest Cameroun, qui ont subi un glissement de terrain mortel. Mesdames, Messieurs, la rétrospective de l'information est rediffusée les lundis à 9h. Quant à moi, je vous retrouve, si Dieu le veut, dimanche prochain à la même heure, 9h, sur Canal 2 International. Mais avant, restez en compagnie des programmes qui se poursuivent. C'est 24 heures sur 24. Allez, au revoir.